Sénégal que je connais très bien, qui est un ami et que nous avons beaucoup partagé. Monsieur Diallo, vous avez la parole. Je ne peux pas dire grand parce que les normes protocolaires sont ce qu'elles sont, il faut qu'on les respecte. Mais je tenais quand même à le dire devant vos collaborateurs. Tout ce qui nous lie, c'était bien avant que le pouvoir ne soit là. Voilà. En cela, quand même, je tenais à vous remercier de tout ce que vous êtes en train de faire et de toute la collaboration que nous avons toujours eue. Et la dernière en date était le fameux week-end qu'on a passé en Saint-Louis en compagnie de votre collègue, le ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Marito Niang. Monsieur le ministre, mesdames, messieurs, en vos titres, grades et qualités, monsieur Mbadj, auteur du livre qui nous réunit ici aujourd'hui, 50 au micro ne marche pas. Là, je préfère. Voilà. Chers parents de monsieur Mamadou Mbadj, monsieur Ouarda, écoutez, pour le moment en tout cas, j'ai mes convictions, mais je pense que le livre que vous avez écrit pendant les moments de braise, au moment où l'actuel locataire du palais, votre ami le président Macky Sall, je pense que ce livre a beaucoup fait connaître l'homme. Sans ce livre, beaucoup de Sénégalais n'auraient pas su qui était l'actuel président Macky Sall. En cela, l'écriture est importante. Et je me rappelle les conditions dans lesquelles les éditions Sentinelle ont publié ce livre. Et je regrette également les conditions dans lesquelles ce livre a été lancé. Et j'en profite, monsieur le ministre, pour vous faire une pique quand même à l'État du Sénégal parce qu'on n'a pas compris pourquoi l'État du Sénégal nous a empêchés de lancer le livre de Cheikh Bamba Dièye à la maison, à la chambre de commerce. Alors que c'est un Sénégalais qui a fait un livre pas du tout critique, il a donné son point de vue et surtout il a donné des propositions. La chambre de commerce avait... Ousmane Sarr, vous l'avez dit tout à l'heure, je pense que ça peut être super certainement. Donc les couleurs, mais avec les mains avec le nom, on connaît, hein, l'étudiant bac, les mains avec le nom, jusque là, oui, mais vous la nom, ça me rappelle. Donc, un grand auteur que vous connaissez, je vais donner la parole à M. Ousmane Sarr, professeur de mathématiques et SVT. Merci. Monsieur le ministre du nouveau urbain de l'habitat et du cadre de vie, mesdames, messieurs les directrices et directeurs, mesdames, messieurs les coordonnatrices et coordonnateurs de programme, chers invités, je vais m'efforcer de résumer ce que je sais sur Mamadou Mbadj, ce qui ne sera pas une chose facile pour moi, car je sais tellement de choses sur la vie de cet homme multidimensionnel que je ne sais ce que je dois dire et ce que je dois taire. Ndax li duuf ci nag bi moo xajul ci cin li, comme dit le Wolof. Ainsi, ce jour revêt une importance exceptionnelle à ma personne. En cela qu'elle consacre toute l'admiration et le dévouement que je consacre à mon cousin, mon aîné, mon ami et mon idole, sur les pas de qui j'ai souvent voulu marcher. Mamadou Mbadj, Modou ou grand mot pour nous, de 10 ans mon aîné, était le premier dans notre patelin à Medina Mbaba, Tabangoy à Kaolack, à avoir franchi le cap des études primaires et secondaires avant d'accéder aux études supérieures. Fils de marailleur, aux racines paysannes et à la culture de talibé vissé, Mamadou Mbadj a grandi dans un environnement qui prédisposait très peu aux engagements et au caractère de ses choix radicaux. Il m'a raconté un jour
À la suite du constat par son père de ses activités clandestines avec le Tchadagui, il avait répondu à ce dernier qui avait voulu mettre fin à son militantisme: Père, j'ai toujours suivi vos recommandations. Cette fois-ci, de grâce, laissez-moi la liberté de mon choix. Cela avait été la seule contradiction ouverte vécue avec son père, qui, depuis lors, l'avait laissé exprimer son engagement. Cet engagement a marqué toute sa vie, au point de l'entraîner dans une dégringolade infernale. C'est en ce sens que j'ai cru reconnaître quelque part grand mot dans le personnage de Moustapha Ndaw. Étudiant révolutionnaire, Mamadou Mbadji a marqué sa génération. À la suite de la levée du statut provisoire, il avait été élu représentant de la fac des sciences au conseil de l'université. Et c'est dans l'exercice de cette fonction qu'il avait eu à se frotter rudement avec un professeur Toubab avant d'être exclu de l'université de Dakar. Cette exclusion lui avait fait perdre 2 années d'études avant que les étudiants ne s'engagent à revendiquer sa réintégration. Grand mot aurait certainement partagé une expression que mon principal a l'habitude de dire: l'œil qui se ferme pour transgresser s'ouvrira un jour pour assumer. Et 2 ans après, il fut réintégré par le biais d'une bourse accordée pour la poursuite de ses études en France. Cependant, même en France, Grand Mot a continué ses activités militantes en intégrant Voix prolétarienne, une organisation maoïste française. Les idéaux internationalistes d'alors dominaient encore les univers politiques de gauche et d'extrême gauche. Mais plus tard, avec le recul du mouvement communiste international, les désillusions nées des perversions des pouvoirs soviétiques et ses satellites, des pouvoirs chinois, des pouvoirs albanais et autres, le renoncement à leur programme des partis de la gauche sénégalaise, dans un environnement marqué par une dépravation outrancière des pratiques et mentalités, le retour de Mamadou Mbadji ne pouvait manquer d'affecter cette sensibilité à fleur de peau que j'ai lue dans les lignes de ce redoutable roman. La crise du mouvement révolutionnaire et la crise de valeur de la société sénégalaise avaient ébranlé le militant Mbadji, et c'est cela qui a certainement enfanté cette œuvre. Mais au plus fort moment de cette crise, Modou est resté l'âme chevillée au fondement de ses convictions, la démarche rivée à ses engagements. Ainsi, au début des années 2000, il a séjourné pendant 2 ans dans le village natal de son père à Négué pour aider à la réalisation de projets scolaires, sanitaires et économiques. En effet, c'est avec son séjour que le village a pu bénéficier de la construction d'une école, d'une case de santé, d'un jardin communautaire et d'autres menues réalisations. Pourtant, Mbadji est né et a grandi à Kaolack. Il n'avait aucune prédisposition pour vivre dans ce village où il n'y avait ni eau courante, ni électricité, dans une case en tige de mil et en paille. J'ai été le trouver dans ce village après un périple de 12 heures de galère. Permettez-moi ces quelques mots en wolof. 7 heures laa jóge Kaolack du matin maa ngi egg Négué daara jo ci biir Jolof diggante 19 heures ak 20 heures mu ngi lëndëm ma laajte kër gi ñëw ñu wan ma dugg jàmmalanteeg waa kër gi laajte ana Mbadji ñu joxoñ ma benn néegu ñax lu sori ma traversé seen cour yaatu yooyu ci lëndëm bu ma ñëwee ba à 5 mètres maa ngi gis ku toog ci kaw benn dàtt di am lu muy def ñëw naa ba tiim ko gisuma ma taxaw naa lu yàgg xool ko yëngal sam bopp lu ma ko fekk muy def dama koo fekk mu jël benn rajo yëkkati antenne bi takk ci fil de fer takk ko ci kaw garab di kurkuri ci rajo bi pour mun a am benn station pour mun a am rajo bi mu jàpp ma ne grand mot mu soog a sànni rajo bi soog maa gis. Je vous jure, je peux vous jurer qu'un cadre de cette envergure, vivre dans ce coin de campagne perdu, avec comme seul décor le soleil brûlant, le vent déchéchant, les épines piquantes, avec les navettes, des charrettes à 3 ans, des femmes, vivre dans ce coin relève de la gageure. Et comme je l'ai dit tantôt en Wolof, quand je l'ai trouvé dans ce bled, je le plaignais. Mais lui, il se sentait dans son élément.
comme un poisson dans l'eau. Si vous jugez Gramont par l'épaisseur de son corps, si vous jugez Gramont par l'épaisseur de ses avoirs, ou si vous jugez sa générosité à la manière de Bouki en pensant que là-bas c'est le pauvre, vous commettrez une erreur coupable à son endroit. Nous qui avons vécu avec lui, savons que son don de soi est sans limite. Son souci pour les autres relève à la limite de l'obsession et son engagement pour la chose publique, c'est un serment sacré. Dans le quartier où nous vivons, dans la période où il nous a tous entraînés, Gramont a su nous inculquer l'idée que la politique c'est d'abord l'affaire de ceux-là qui s'engagent pour la collectivité. Que la politique c'est un don de soi. Et un souci pour la promotion de la population, un souci pour la satisfaction des besoins des hommes et des femmes, un souci de leur épanouissement pour leur rendre leur dignité d'êtres humains. En acte et à l'échelle de notre quartier, cela se traduit par la prise en charge des familles démunies dans le cadre des bourses sociales, dans le cadre des couvertures médicales et les appuis aux groupements féminins. Je sais, j'ai plus parlé de l'auteur que de l'œuvre. Je céderai cette deuxième partie aux critiques. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs les directrices et directeurs, Mesdames, Messieurs les coordonnatrices et coordonnateurs, chers invités, voilà l'empreinte de l'homme que j'ai connu. Voilà l'empreinte de l'homme que j'ai estimé. Et je sais que grâce à son engagement chevillé au corps, Mbach a une capacité tenace à refaire surface, à renaître de ses cendres comme le phénix. Et ce livre n'est qu'un début, une flèche qui pointe les eaux troubles de notre Sénégal en perte de valeur pour accompagner l'émergence voulue par l'ami et le compagnon, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall. Monsieur Sarro, professeur de mathématiques et SVT à Podor. Je pense que vous ne faites pas simplement. Vous êtes un grand littéraire. Tout à fait. Vraiment, vos mots sont des mots qui ont le sens et qui sont très très bien placés. En ce qui concerne M. Mbach, comme tu l'as dit, mais Mbach, je pense que, comme Gambetta le disait, le rouge avec le temps se décolore. Mais avec vous, je pense que vous ne vous êtes pas décoloré. Vous avez été un grand révolutionnaire et vous l'êtes jusqu'à présent. Parce que moi, je vous ai connu dans les télévisions, le président Mbach. Vous êtes parti en France, certainement milité dans le Parti communiste français. Et je pense que vous connaissez Aubervilliers-la-Courneuve avec la fête de l'Humain. Et donc j'y allais avec un ami, Mamadou Keita, parce qu'on militait partiellement à la fête de l'Humain. Et vraiment, c'était les beaux jours de l'étudiant sénégalais en France, à l'époque de Georges Marchais. Alors, Mbach, je dis que ton engagement, oui, c'est vrai, il l'a dit. Oui, c'est l'existentialisme de Sartre aussi, un engagement fondé sur la responsabilité et l'action. Oui, vous êtes enraciné parce qu'on vous a trouvé dans des beaux coteaux, c'est vrai. C'est très bien. André Terrier le disait, ne reniez jamais vos hommes d'origine. Soit du discours testimonial. Testimonial renvoyant à témoignage. D'accord? La qualité du discours testimonial présenté par monsieur à l'endroit de l'auteur de ce beau roman, dont j'ai la prétention, peut-être trop prétentieuse, de parler cet après-midi. Je dois faire un aveu, mais je sollicite d'avance votre indulgence. Je n'aime pas trop la politique.
mais j'aime les politiciens qui aiment la chose que j'aime le mieux au monde, la littérature, et cet homme en est un, il paraît. C'est au détour d'une émission de télévision que j'ai appris que M. Yen Farbassar était un fou de Zola, un monstre sacré de la littérature. Et ça m'a réjoui d'entendre ça dans une république, ou bien dans des républiques où on ne lit pas trop en haut. Et c'est pourquoi j'ai de l'affection sans vous avoir connu, et c'est pour moi, vous en convenez avec moi, un grand plaisir ce soir d'être à vos côtés. Cela dit, j'ai lu ce livre avec beaucoup de sérénité, et j'entends en parler avec sérénité. Je crois que j'ai des gens responsables devant moi et à côté, et je crois pouvoir dire que je n'aurai pas des personnes qui vont déverser sur moi leur colère après que j'aurai fini de raconter mes histoires sur l'histoire de M. Marichal. Je résume le roman. Ousmane Diaye, jeune campagnard ayant été formé à l'école coranique, convainc son père de le laisser partir pour la ville afin de tenter sa chance dans une activité fructueuse qui pourrait lui permettre de prendre son destin en main et de subvenir aux besoins des siens, frappés de plein fouet à l'époque par un marasme sans précédent. Une fois à Garouma, le jeune homme se lance dans le petit commerce, fait de l'épargne et au bout de quelques années arrive à faire d'importantes économies qui lui permettent d'agrandir son business et son aura. Sa première femme, Abi, va très vite devoir partager son homme avec une seconde épouse, toutes deux rejointes plus tard par une troisième. Stimulé par son aura sans cesse grandissante, il se lance, lui, Ousmane Diaye, en politique, mais résume naïvement son action à un soutien onéreux au maire de la ville proche du pouvoir en place. Une option plutôt suicidaire, puisqu'il finit par s'appliquer des saignées financières déraisonnables qui lui seront d'autant plus fatales que la tendance allumée par son acolyte le maire finit par être éjecté par son rival au lendemain d'élections âprement disputées. Parallèlement à ces devoirs, essuyés sur le terrain politique, El Hadj Ousmane Diaye exerce son autorité de père et d'époux de manière plutôt inégale et ne tarde pas à en recevoir les contre-coups. Sa fille Sarata attrape une grossesse des œuvres d'un ressortissant d'un pays ñac, et à qui il refuse de la donner en mariage. Son fils Amar, enfant de sa deuxième épouse, qu'il a outrancièrement choyé, chouchouté et favorisé de façon ostensible, bénéficie d'un cursus scolaire chèrement payé, décroche au sein de l'État une place digne de son rang, mais tombe plus tard dans une déchéance pitoyable après avoir fait la prison pour cause de malversation. Désormais, il sera réduit à chercher le diable pour lui tirer la queue. Babacar, son demi-frère et grand frère de Sarata, est en revanche un garçon délaissé, à la limite méprisé par un père qui se l'est très tôt représenté comme un fils trop insuffisamment armé pour réussir dans la vie. Contrairement à son frère, il quitte très tôt, n'est-ce pas, ce Babacar, très tôt l'école, se fait former comme tailleur, reçoit difficilement de son géniteur, donc son père, une assistance financière qui lui permet d'ouvrir son atelier. Mais c'est loin de son milieu d'origine, à Taraba, que le jeune maître va choisir d'exercer son métier. Et pour cause, Babacar, qui incarne malgré lui la figure du personnage principal dans le roman, s'est vu catégoriquement refuser le mariage avec Ramacham, la fille de ses rêves, sous prétexte qu'elle est castée, amère
Déçu, désappointé, il lui fera alors 3 enfants avant de se décider à se dérober pour se dégager de la clameur sociale et noyer le poisson à Taraba. Localité paisible où il croyait pouvoir mettre éternellement son identité à l'abri de toute forme d'indiscrétion. Entre-temps, à la 7e année de son exil, lui, Babacar, il tombe entre les filets parfumés d'une certaine Sophie, une dame de grande classe, divorcée, et qui, après s'être débarrassée de son mari trop encombrant, parce que ne partageant pas sa décision de choisir l'Afrique fauve contre l'Occident exquis, s'était mise à écrire, cette Sophie, une nouvelle page de sa vie de célibataire à travers une auberge paradisiaque qui enregistre des records d'affluence. Cependant, au moment où le couple exilé se mettait à gravir la pente d'une liaison embryonnaire, mais particulièrement sulfureuse, un corps étrange et étranger, à la fois, vient briser leur ascension sentimentale. Il s'agit d'une longue lettre, écrite par Rama, la forgeronne, et adressée à son ancien. Une très longue lettre fortement placée sous le signe d'une lecture critique des actes de lâcheté posés jadis par le déserteur. Revenu au bercail, lui, Babacar, au motif qu'il serait insensé de continuer à se cacher, Babacar se trouve subitement intronisé au cœur d'une nouvelle vie avec une famille, notamment ses 2 fils, Tafa et Djibril, une famille dont la reconstitution porte l'empreinte de Moustapha, un idéaliste politique désabusé. J'en sais rien. Un idéaliste donc politique désabusé et déposé au bord des ruines de son existence. Il a été témoin de l'amour naissant, ce Moustapha Ndaw, entre les 2 jeunes gens, et avait manqué de peu de réussir à rendre possible leur union dans les liens du mariage. Le retour du déserteur Babacar, quinquagénaire, sera couronné par des festivités proéminentes, occasion inespérée que va saisir Rama, la forgeronne, pour mettre la dernière couche sur la cynique entreprise de revanche qu'elle avait commencé à infliger à tous ceux qui se sont moqués jadis de sa tragique condition sociale, depuis que les dieux de l'opulence lui ont fabriqué une fulgurante ascension sociale. Cette démarche de Talion, je fais référence à la loi du Talion, cette démarche de Talion fera des victimes en série et tourne à la tragédie avec le suicide d'Amar, qui ne supportait pas que l'ancienne forgeronne, par lui et sa famille méprisée, puisse les tourner en ridicule en les forçant à accepter publiquement ses services financiers et alimentaires. Le roman se referme sur une séquence à la fois sombre et éclatante, avec un Babacar aimé par 2 femmes, mais obligé de retrouver la femme d'affaires Rama, son premier amour d'il y a 20 ans, la mère de ses enfants, au grand détriment de l'aubergiste, Sophie, qui tombe dans la paranoïa en se rendant à l'évidence. J'en ai terminé avec le résumé. Je viens au titre. L'autre en a parlé. C'est un titre très chargé, hein? On en convient. La lecture de roman inspire souvent au lecteur des interrogations souvent naïves mais légitimes. Par exemple, le titre choisi par l'auteur est-il suffisamment approprié? Correspond-il parfaitement à l'esprit d'ensemble dans lequel le récit est concocté? Dans le cas du roman de Mamadou Mbach, la réponse aurait sans doute coulé de source si jamais une telle question s'imposait. En effet, l'intrigue de ce roman, tous les actes majeurs ont concouru d'une manière ou d'une autre à donner forme à une colère trop profonde, discrètement entretenue et couvée par Rama, la forgeronne. Mais en vérité, là n'est pas l'essentiel. L'essentiel pour moi, c'est de se rendre compte avec quel sens élevé du sous-entendu Mamadou Mbach sollicite notre capacité à dépasser la platitude scolaire de ce titre pour comprendre qu'enfin,
derrière cette colère qualifiée de vieille pour de simples convenances sémantiques, se cache une colère condamnée à perpétuité, à la jeunesse, à une régénérescence éternelle. Il y a une dimension du livre qui m'a beaucoup intéressé, c'est la symbolique du textile, le tissu. Une colère vieille de 20 ans développe une ardente symbolique du textile, dont les manifestations prennent parfois des formes trop énigmatiques pour être appréhendées. D'ailleurs, qui mieux que Rama la forgeronne, porteuse de cette vieille colère ambiante, représente ce métier à tisser, À force d'être sans le vouloir le réceptacle d'autant d'injustices sociales, de dérobades affligeantes, d'infidélités grossières, à force d'avoir été condamnée d'être spectatrice de l'arbinisme avilissant, mais rendu légal et digeste par la désinvolture de son père, cette bonne dame a tout fait de s'approprier la célèbre formule de Rousseau. L'homme est né bon, c'est la société qui le corrompt. C'est sur cette base donc, mesdames, messieurs, c'est sur cette base dont on peut évidemment, je vous le concède, discuter de la légitimité morale. C'est sur cette base donc qu'elle se met dans la peau de Pénélope pour tisser sa toile pernicieuse, autant dire pour filer le mauvais coton de ce plat infect qui se mange toujours froid, j'ai nommé la vengeance. En effet, s'il est vrai que le cynisme philanthropique, notez le paradoxe, étalé au grand jour par Rama et l'expression de bonheur, de bonheur, il faut admettre aussi qu'il est le fruit de savant et patient travail d'assemblage de toutes les flèches empoisonnées avec lesquelles le clan des Ndiaye a brisé son amour propre et ses élans de cœur. La place de l'héroïne, s'il est permis de l'appeler ainsi, vraiment, et à comprendre donc comme celle d'une fileuse malgré elle, qui reconvertit les 1000 morceaux de sa dignité en arc de triomphe brutal dans le cimetière des loups égarés. La vocation assignée à l'homme Moustapha Ndaw s'inscrit elle aussi en droite ligne dans le métier à tisser, révolutionnaire zélé, perdu par le poids trop lourd de ses propres idéaux, ce théoricien du grand équilibre et du grand soir transforme sa conscience en laboratoire fédératrice, en laboratoire fédérateur, après avoir assisté impuissant au naufrage du navire idéologique où il se promettait d'embarquer le monde entier. De toute évidence, pour peu qu'il se donne la peine de se triturer les méninges, le lecteur ne peut être dupe sur la portée significative du passage de Ndaw de l'idéalisme aberrant à un pragmatisme humaniste. Après avoir perdu la bataille plutôt insensée de la fossile et du marteau, vous savez à quoi je vais allusion, le voilà qui s'engage avec succès dans le combat du fil et de l'aiguille. C'est en effet par son entre-gens que l'impossible devient possible. Je fais référence à un texte que j'aime bien, dont l'auteur est ici. Donc c'est en effet par son entre-gens, ce Moustapha Ndaw, que l'impossible devient possible. Que l'abîme se comble comme par enchantement, que les montagnes se rencontrent. Bien souvent, bien plus qu'un chercheur qui cherche, Ndaw est un chercheur qui trouve. Et qui, à force de persévérance, attire de vraies morts symboliques vers le seul centre de gravité qui peut donner un sens à leurs existences, faite d'une tragique déambulation. Toujours dans cette logique narrative souterraine du métier à tisser, il y a le cas de Babacar, il y a le cas de... ça ne doit pas être Babacar... Oui, de Babacar Ndiaye. Il y a le cas de Babacar Ndiaye. Babacar Ndiaye est tailleur de son état. Mais au-delà du clinquant stylistique qui fonde sa réputation, dans son lointain lieu d'exil, Babacar est un homme diminué, amputé, tragiquement cloué dans son incapacité à achever l'uniforme de l'oubli. De l'oubli du passé. Oubli de son passé, chargé de drame et dont dépend inextricablement sa paix intérieure. En effet, 20 bonnes années n'ont pas suffi à tempérer les ardeurs de la fatalité qui l'a éloigné des siens.
20 ans n'ont pas suffi pour finir le tissage discret de l'étoffe du divorce, d'avec ce démon de midi qui a très tôt fait de lui, enlever la propriété privée d'une solitude qui est quasi incurable. Babacar incarne bien la symbolique du textile, peut-être même mieux que quiconque, dans la mesure où ses états de service dans le métier à tisser impliquent trop d'heures supplémentaires qui échappent à tous ceux qui, pour une raison ou une autre, sont condamnés à s'arrêter à la lisière de sa vie intime. Je parle maintenant des destins parallèles. Il y a des destins parallèles dans votre roman, M. Mbaye, des destins parallèles, où je pourrais parler aussi de la malédiction du sang. Il y a par ailleurs dans ce roman la présence de destins parallèles, comme je l'ai dit, qui, parce qu'ils sont trop ressemblants, appellent à mon sens une vigilante posture herméneutique. Ces similitudes, il est vrai, beaucoup plus persistantes dans la lignée de Ndiaye, et c'est bien pourquoi il convient de commencer par là. El Hadj Ousmane Ndiaye, celui par qui toute la tragédie de l'intrigue prend forme, est un pur produit de l'exode rural, qui a ceci de commun avec son fils Amar, qu'ils sont tous les deux des polygames, qui échouent lamentablement dans leur volonté de représenter des modèles de réussite sociale. Pourtant, au départ, ils se sont donné les moyens de bien pisser leur toile, mais n'ont guère pris le soin de surveiller les mouvements spontanés de leur ascension. Mais on peut légitimement se demander s'il pouvait en être autrement. Si l'on sait que El Hadj Ousmane Ndiaye, malgré le jeu hallucinant des apparences, était mal préparé pour affronter avec succès la jungle de la modernité urbaine. Et que son fils Amar, après tout, n'était rien moins qu'un tigre en papier. Un produit familial cosmétique, fabriqué de toutes pièces par un père si peu soucieux d'équilibre et d'impartialité dans l'exercice de son devoir filial. Moustapha Ndao et Sophie ont aussi quelques points communs qui échappent difficilement à l'analyse. Par exemple, tous les deux ont mis en péril leur situation conjugale pour aller à la poursuite d'un idéal hypothétique auquel ils ont essayé de donner forme en s'appuyant sur la force mobilisatrice de la gastronomie. En effet, si Sophie a cru pouvoir compenser sa séparation avec Karim en se mariant symboliquement à cette auberge paradisiaque logée au cœur de Taraba, Moustapha Ndao, pour sa part, ne s'est guère embarrassé de trop de scrupules pour se séparer d'avec la mère de son unique fille au nom d'une conviction idéologique aveuglante à laquelle il ne croyait pouvoir donner une forme achevée qu'au prix de retour au pays natal. Hélas, lui aussi, comme Sophie, a signé son enlisement social et sentimental dans le bourbier d'une entreprise gastronomique où il proposait plus un menu idéologique qu'une restauration classique en bonne et due forme. Alors, maintenant parlons du sens et de la portée significative du voyage, la problématique du voyage. On voyage beaucoup dans ce roman. Une colère vieille de 20 ans est le roman des grands mouvements dans l'espace, mais de quasi-immobilisme au-delà. Au-delà, on ne bouge pas. Mais de l'extérieur, on bouge beaucoup dans ce roman. Voyons donc. Pour enterrer le fantôme d'une vie dont il ne savait plus que faire, Babacar ne trouve rien de mieux que de faire de l'espace son allié, qui ne lui rend bien d'ailleurs, en tout cas pendant fort longtemps. En effet, 20 ans durant, Taraba, ce lieu de refuge, est porté comme un fétiche par ce maître en coupe et couture, qui, à défaut de tout pouvoir recoudre, avait tout à cacher pour le restant de sa vie. Moustapha Ndao et Sophie ont exploré l'espace, notamment l'axe Afrique-Occident-Afrique, avant de se replier dans un exotisme territorial trop fragile pour supporter le poids de leur illusion. El Hadj Ousmane Ndiaye a aussi partie liée avec le voyage. Déjà que son village, le village d'où il est originaire, lui Ousmane Ndiaye, est l'enfant miraculé d'une douloureuse scission sociale. Le modèle d'aisance et d'opulence qu'il incarnera plus tard, il le doit à un mouvement dans l'espace dont il a eu bien de la peine à faire accepter la pertinence à un père plutôt convaincu que la fidélité au terroir natal est le plus sûr moyen pour se façonner socialement. Une telle mobilité dans l'espace, porteuse autant de vertus que de germes destructeurs, contraste sensiblement avec un certain immobilisme psychologique constatable chez nombre de personnages. El Hadj Ousmane Ndiaye, malgré les persistantes mises en garde venant aussi bien de sa famille que de ses proches,
n'a pas cru devoir modifier en quoi que ce soit la représentation trop vertueuse qu'il se faisait du maire de Garouma, au profit de qui il s'était finalement laissé aller dans un investissement politique totalement ruineux, voire suicidaire. Il était obtus et obstiné, féru et ferré, tendu et tenté, si bien que sa capacité critique, qui était déjà très faible, en était sensiblement affectée. L'immobilisme psychologique se perçoit davantage encore au travers du grand fossé creusé par les postures sociales des uns et des autres. 20 ans après les navrantes palpitations conflictuelles qui les ont opposées, le jeu des préjugés instauré entre la tribu des nobles incarnée par Amar et les siens et celle des castés incarnés par Rama n'a pas, à vrai dire, cédé la place à l'apaisement tant attendu. Il atteindra un point de non-retour avec le suicide du premier nommé Amar dans le contexte que l'on sait et la redoutable entreprise. La redoutable entreprise d'humiliation engagée par la fille d'Ismaël Etiam contre Maguette particulièrement. Sur un autre registre, M. Mbaki, celui de l'amour cette fois-ci, Rama fait preuve d'une constance accablante. En effet, n'est-il pas ahurissant que cette femme, qui avait autant de reproches légitimes à faire à son premier amour, puisse, 20 ans après, afficher une politesse d'agneau face à cet homme qui s'était éloigné d'elle sans crier gare sur la pointe des pieds. Amar n'a jamais renoncé à cette morgue, cette autosuffisance, cette condescendance obstinément alimentée par d'artificiels privilèges généalogiques. Son suicide ne peut s'expliquer autrement que par ce refus catégorique d'une mobilité mentale. Sa femme aussi n'échappe guère à une telle inertie. De toute façon, personne n'est dupe. Ce n'est que par la force désarmante des contingences qu'elle, Maguette, a accepté de jouer le jeu dans le spectacle de mégalomanie déroulé par Rama à son encontre. Je termine par la chose qui m'a intéressé peut-être le plus dans votre roman, c'est votre style, monsieur Mbaki, votre style. Mon ultime conviction, monsieur Mbaki, est que vous pouvez devenir un grand romancier. Monsieur Dierzardov, mon ultime conviction est que vous pouvez devenir un grand romancier. C'est mon ultime conviction. Car vous détenez, monsieur Mbaki, vous détenez au bout de votre plume un potentiel stylistique énorme qui ne demande qu'à être peaufiné. Applaudissez. Vous ne manquez pas d'humour et vous possédez, j'allais dire, une espèce de coquetterie esthétique qui n'est jamais inutile dans l'édification d'une œuvre de fiction faite pour durer dans le temps et entrer dans l'histoire littéraire. A-t-on besoin de quelque chose d'autre pour revendiquer l'étiquette si usurpée par ces temps qui courent d'auteur, donc cette étiquette d'auteur? Vous êtes élégant, monsieur Mbaki. Vous êtes élégant juste dans votre manière de vous tromper. Car il faut bien l'admettre, les quelques excroissances grammaticales que j'ai pu déceler ici et là me semblent plutôt être le résultat d'une plus grande envie de bien écrire. Et puis, au demeurant, les dérives syntaxiques et les transgressions lexicales n'entament jamais en rien la puissance évocatrice de l'œuvre. Elle en constitue même quelque part un charme inaliénable, car comme le disait Paul Claudel, dans Position et Proposition, les grands écrivains n'ont jamais été faits pour subir la loi des grammairiens. Ils n'ont jamais été faits pour subir la loi des grammairiens. Et il ajoute, mais pour imposer la leur, et non pas seulement la leur, mais aussi leur caprice. Fin de citation. Vous avez aussi, monsieur Mbaki, bien d'autres cordes à votre arc au plan stylistique. Vous avez une facilité déconcertante à figer vos personnages dans des représentations originales et mieux, à les doter d'une psychologie constante que ne trahissent jamais leurs actions dans la spirale des événements qui les sollicitent et les font mouvoir. Mesdames, Messieurs, qu'on se comprenne bien donc. Jamais je ne me permettrai d'introniser cet homme
encore que j'en ai peu le pouvoir, dans le cercle étroit des prosateurs modernes, sur qui on peut compter, sans hypocrisie aucune, ce ne serait point pour récompenser, excusez-moi, mesdames, messieurs, que je comprends bien, jamais je ne me permettrai d'introniser donc cet homme dans le cercle étroit des prosateurs modernes, sur qui on peut compter sans hypocrisie aucune, donc si je l'aurais fait, ce ne serait point pour récompenser l'honneur qu'il m'a fait de disséquer ce bel agneau qui a odeur de colère, mais bien plutôt parce que, de toute évidence, avec ou sans mon avis, il enrichira ce M. Mbach les galeries du roman sénégalais par des œuvres qui vont lui survivre. Je vous remercie. Vous avez séduit plus d'un, parce que voilà un esprit fort. Un esprit fort, parce qu'aujourd'hui je peux dire que vous êtes le chirurgien du livre de Mbach. Vous l'avez opéré, ce livre, vous l'avez disséqué, et avec professionnalisme, vous avez étalé au grand jour toutes les croyances sénégalaises, toute la vie traditionnelle, dans un élan romanesque. En tout cas, merci beaucoup. Vous êtes très fort. Ce que je peux dire par là, vous savez, les titres, pour les disséquer parfois, c'est un peu difficile. Vous savez, à l'âge de 40 ans, que j'ai pu savoir disséquer que signifie le cahier de retour d'Aimé Césaire. Vous savez, Aimé Césaire, en 1939, il est admis à l'école normale d'Ulm de Paris. Il n'avait pas les billets pour entrer aux Antilles. Alors, son ami Pité Guibérina, qui lui demande d'aller en Croatie avec lui en vacances. Arrivé, le lendemain, Césaire, qui se réveille, les coudes sur la fenêtre, il voit une île. À l'horizon, il demande à Pité Guizérina, mais ça c'est quoi? Il lui dit que ça c'est Mariska, le nom de l'île. Césaire lui dit que, donc moi aussi, je pense à Martinica, en Yougoslave. C'était presque la même île, il lui dit, prêtez-moi un cahier. Guibérina qui lui donne le cahier, il dit que bon, je commence à écrire le cahier de retour. Parce que l'île, c'était la Martinique. Vous avez vu? Donc c'est excessivement complexe le titre. Et donc, ton titre aussi, je pense que je vais essayer d'intérêt de l'interpréter. Ça peut ne pas être la colère, comme vous le dites. Vous n'êtes pas si coléreux. Je pense qu'avec le temps, j'aurai le temps de terminer ton livre. Et je vais l'interpréter proprement. En tout cas, félicitations. Maintenant, nous allons écouter M. Mbach, l'auteur même. Mbach, vous avez la parole. Ok, merci. Monsieur le ministre du gouvernement de l'habitat et du cadre de vie, monsieur le directeur général de la révolution d'Armadan, messieurs les PCA, les présidents du conseil de surveillance, messieurs les directeurs généraux,
messieurs les coordonnateurs du programme, chers camarades, chers amis, chers voisins, ce jour revêt un caractère exceptionnel. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que très souvent confronté à l'abîme qui me sépare de beaucoup de mes concitoyens, j'ai été amené à me taire. J'ai souvent été amené à garder le silence devant des jugements péremptoires, mais qui s'opposaient en fait à des jugements tout aussi péremptoires. Et les jugements de personnes qui se sont jamais posé des questions sur le sens de la vie, sur la pertinence de leurs choix, de nos choix, sur le bien fondé de nos consensus sociaux et de nos comportements. Mais aujourd'hui au Sénégal, au bout du gouffre, il y a quelque chose qui semble comme une alerte, un point de vue partagé, un constat général. Tout le monde dit, notre société traverse une crise de valeur. Dès lors, je me sens plus à l'aise pour prendre la parole. Parce que je pense que cette crise nous interpelle tous et invite tout le monde à une meilleure écoute. Je voulais parler un caractère spécial ensuite parce que ma prise de parole par le biais de ce roman, dans le contexte d'un pugilat entre politiques et politiciens, où on ne sait pas aucune misère pour prendre le dessus et gravir les paliers de cette échelle sociale, cette prise de parole aujourd'hui sur la forme d'un roman est une invite, en mon sens, à un débat plus posé, plus serein. Elle est une invite à une introspection, où nous devons tous nous regarder devant notre classe, devant notre miroir, et ce, sans complaisance aucune. Vous savez, dans le Sénégal, j'en suis sûr, si nous pouvions être moins complaisants vis-à-vis de nous-mêmes et plus intelligents vis-à-vis des autres, nous aurons franchi un pas important dans la construction d'une société harmonieuse, apaisée et finalement une société où relation mieux à même de nous propulser vers l'émergence. suñuy doon baal ñeneen ñi li ñuy baal suñu bopp kon Sénégal dem na kanam waaye culture nëbbatu ak lëmbatu su jógewul ci ñun te nag ku la dàq nëbbatu moo la dàq lëmbatu li keneen nekkee c'est important suñu réew mi li ñu gën a rafle ñàkk nañ lu bari mais li ñu gën a rafle mooy maanu notre société traverse une profonde crise de valeurs. Considérez-la sous l'angle de votre choix et vous verrez que le mensonge, le non-blanc, le vol, l'indiscipline, la cupidité, le dos, oui, le dos, la médisance, la diffamation, la calomnie sont les valeurs les mieux partagées. Avec, sous le projecteur et dans nos écrans télé, des exemples de modèles brandis dans des manifestations mondaines, avec des liasses, parce que nos modèles, maintenant, se donnent en spectacle. Dans ces grandes manifestations télévisées, où on projette sous le regard de beaucoup d'envieux et de nécessiteux qui regardent battre. Quel spectacle! Quel défi ça m'inspire! Que de voir dans notre société des gens d'envie, autant d'argent, et se donner quoi, un spectacle, mais c'est un spectacle lamentable. Et c'est donc dans ce contexte que nous avons essayé de prendre plus, et par le coup de notre formel, tenter une description partielle de notre société et de ces mots qui la taraudent. Le prétexte a été trouvé dans la relation entre les castes. Les castes, problèmes sensibles et délicats.
Sensible d'abord parce que l'écrasante majorité des Sénégalais de sang, presque chacun d'entre nous ici présent, est logé dans une des cages, des castes et a vécu d'une manière ou d'une autre les relations complexes entre personnes de différentes castes. Nous ne pouvons pas dire. Délicat ensuite parce que l'avorté sans tomber dans le milieu du parti de la dénonciation des autres comme gays suffisants, oppresseurs et délégués, ou des autres comme les novateurs et hardeurs, c'est un défi. Je compte sur vous pour nous dire, après la lecture de ce livre, si l'exercice a été réussi. Et depuis la parution du livre, on m'a posé la question de l'actualité du sujet. Et j'ai été plongé plus que d'ordinaire dans l'univers des conflits de caste. De mu naan li ngay wax ndax ba léegi nekk na ndax ba léegi am na damay nettali benn anecdote bu nekk bu ndaw rek parce que ñu ko dund ñu ngi fii keroog dama ànd ak suma rak ñuy génn ma dugg fenn fekk benn ciit bu am ciit bi ñu mayee seen doo ay bambara la ñu ko may ay géwël lañ biñ demee mayee seen doo bi buñ ciital ci ëllëg sa ci la événement yi bi ñu séetalee bi ñu wàccee bi ci seet bi wàccee ba ci ëllëg sa mu am événement bi waa kër jigéen ñi waa kër ndaw si ci lañ doog a yëg ne ki may seen doom géwël la ñu gem bu takkaayu dem na dañuy tas sëy bi mais ni koy nettali bi ñu koy nettali ñoom tamit ñu ngi amaat beneen regard ñoom ñoo dañuy tas sëy bi ah ay bambara c'est dans la réalité du Sénégal. C'est des réalités que nous ne pouvons pas affronter. Et dans ce livre, on a fait une description assez exhaustive. Et je crois que si l'exercice a été réussi, vous nous en parlerez. Nous disions enfin que le modèle est des grands textes autour duquel nous avons construit une histoire que nous voulions passionnante et affligeante. Mais la fin de cette histoire, construite dans le contexte d'une société en proie avec des travers cités si haut, la part de cette histoire est traversée en filigrane par l'histoire d'une autre vie, celle d'un militant des années 80. C'était pour nous l'occasion de rappeler l'esprit qui animait l'engagement des politiques de cette génération. Cette génération d'opposants, pour eux, avait un esprit bien en rupture avec celui des politiques d'aujourd'hui, où le militantisme, à l'image de notre société, est perçu essentiellement comme ascenseur social. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, on assiste à ce spectacle déplorable de gens qui s'invectivent et qui s'arrachent les regards pour se dire d'abord les autres les autres. Ce spectacle qui devient de plus en plus dégoûtant et qui dégoûte de plus en plus des gens qui pouvaient être ambitieux de la scène politique. Et ce rappel sert à réhabiliter la politique dans le meilleur sens du terme, c'est-à-dire un engagement dans la construction de la société que nous partageons, pour le bien-être de notre génération et pour le bien-être des générations futures. La salle Amadi Alidien, là où on se retrouve aujourd'hui, et le lieu permettez-moi de le dire, monsieur le directeur des éditions La Patronne, un lieu ne pouvait être mieux choisi pour abriter cette cérémonie qui, entre autres, regroupe des militants. Je vois dans la salle des camarades avec lesquels on a partagé énormément de choses comme cette période, et j'ai retrouvé à l'occasion de la parution de ce livre des camarades, des amis avec lesquels j'ai partagé mon adolescence et ma jeunesse. Et on était dans les combats de conviction, dans les combats où on pensait que ce Sénégal pouvait changer, cette Afrique pouvait changer, et les gens avoir droit à un bonheur et ne plus regarder le spectacle de millions de jeunes Sénégalais, qui partent à la dérive à travers les déserts et les mers pour rejoindre un Eldorado occidental. Malheureusement, ce n'est pas encore atteint, mais il y a l'espoir qui renaît et nous comptons accompagner cet espoir.
Donc, Amadi Alidien, il a été tout le temps un exemple pour nous, un intellectuel sur les pas de qui, comme le disait Ousmane Sarko tout à l'heure, quand nous avons voulu marcher. Nous rendons hommage aussi à toute cette génération ici représentée. Des Djida Sabali et autres sont dans la salle. Elle a été la première à avoir lu, enfin, une des premières à avoir lu Djida Sabali. Est-ce qu'elle est maigrichonne comme c'est pas possible? Elle n'a pas grossi depuis. Parce qu'une femme, montre-toi Djida. On a partagé tous nos misères de jeunesse, comme beaucoup de gens qui sont ici. Et si nous réussissons à éviter de jeter le bébé avec l'eau du bain, nous qui avions eu cette formation, si nous réussissons à conserver ce qui faisait le fondement de notre motivation, c'est-à-dire notre foi et cette fibre patriotique et panafricaniste, si nous réussissons à la conserver et la transmettre à cette nouvelle génération de militants pris dans le tourbillon de la route au profit, nous aurons sauvé l'essentiel et nous aurons mis cette jeunesse sénégalaise dans des voies salutaires pour toute la nation. Nous avons donc un rôle à jouer dans l'éclosion de nos sénégalistes qui cadrent mieux avec les exigences de l'émergence. Ce livre a voulu s'inscrire dans cette perspective. Vous le direz après lecture, parce que j'espère que vous allez le lire si la tentative a été bien inspirée. Enfin, nous remercions le ministre du Renouveau urbain, de l'Habitat et du cadre de vie et tout le personnel du ministère. Commencer par le SG, le DAGE, le DC, le directeur de cabinet, et tout le personnel du ministère pour la sollicitude avec laquelle vous avez accueilli la parution de ce livre et avec laquelle vous m'avez accompagné dans l'organisation de cette cérémonie. Je remercie mes parents, amis et voisins qui se sont déplacés, partout de l'État, des Yémen, des Parcelles Assainies et surtout de Rabat, pour toute leur disponibilité. lu ma nekk ngeen nekk dama leen war a baal wax ndaxte nag lu bëri tamit ci li ma leen di nettali dinaa leen ci wax benn ci suñu dund ci seen dund laa ko jëlee benn bi ma ciy nettali mooy wujj bi doon bañ wujj bi doon bañ sieste waaw parce que kii dafa takk aawa dëkk ak aawa bi ay ati at ñoom ñaar ñu dem ba am ay doom yu mag mu xalaat takk ñaareel mu dem takk ñaareel ñu andi ko ci kër ga ceet ga jeex kër ga yëpp daje toog ci bëccëg bi ba si yàgg aaw bi génn dem dellu si ñu fa fekku fa jëkkër ji ak ñaareel mu laajte fan lañ nekk ñu ne ko na ngay sieste mu ne sieste waaye dem jëli kuréel gu rëy taxaw ci buntu bu dégg jëkkër fii sieste mu si fee am te du tàmbali tey alors c'est dans nos vies, il ne faut pas se le raconter, c'est dans nos vies que j'ai pris les anecdotes qui ont parlé de cette œuvre. Et si je me permets de divulguer des choses de cette façon, c'est parce qu'on a une relation particulièrement importante et particulièrement fusionnelle. Moi je suis vous, vous c'est moi. Donc, monsieur le ministre, je vous remercie. Monsieur Yaouba, vous avez une lecture, quoi. Je laisse toujours aux littéraires la liberté de regarder l'œuvre. Moi, je ne m'y introduis pas trop. Et les interprétations que vous avez faites, la présentation que vous avez faite, ça a été des choses extraordinaires. Comme le dit le ministre, vous êtes un suivi du livre. Moi, je ne suis qu'un amateur qui, avec ma plume, avait cru pouvoir transmettre certaines choses de mes convictions et une certaine sensibilité, M. Ousmane Sarko et tous les autres.
Merci, je vous remercie. Merci. Bien. Voilà, je ne veux pas de dictateur. Mais je vais essayer quand même de faire mon discours. Il ne faut pas laisser quand même bon, parce que moi je vais quand même aussi faire un peu nuit. Et donc quand même je voudrais être là avec vous avant de vous permettre de faire la cérémonie donc de dédicace. Je pense que c'est important. Je dirais tout simplement, monsieur le directeur de l'Harmattan, Harmattan Sénégal bien entendu, parce que vous êtes à Paris aussi. En tout cas, moi j'ai aimé la qualité de vos livres, vous l'avez dit tout à l'heure. Je n'avais pas eu cette chance à l'époque, parce qu'on me fuyait. J'étais un pestiféré désigné. Quand on écrit un livre sur un opposant, bien entendu, en face d'un président qui est au pouvoir, c'est difficile d'avoir un éditeur. Et j'étais victime de cette situation. Mesdames, Messieurs, membres de la famille des arts et des lettres, je dirais, chers parents et amis de l'auteur Mamadou Mbach, très chers amis, camarades de parti et frères, Mamadou Mbach, oui, c'est vrai, chers invités. C'est un très grand honneur pour moi d'être parmi vous. Cet après-midi, à la cérémonie de lancement et de dédicace du livre de M. Mamadou Mbach dans cet auguste temple de la maison d'édition L'Harmattan Sénégal. C'est ma troisième fois que j'étais venu là avec le livre de Pamela. Je suis d'autant plus heureux d'être présent parmi vous pour les raisons suivantes. D'abord, l'auteur de l'ouvrage est un camarade de parti, un frère, et a bien voulu me demander de présider cette séance. Ensuite, il s'agit d'une belle occasion pour moi de faire un témoignage sur lui, en présence des membres de sa famille, de ses proches, des êtres qui lui sont chers et de ses collaborateurs qui sont là, premier rang. Enfin, et de formuler naturellement des prières et des vœux de succès. En ma qualité de grand frère, tant l'homme que j'appelle familièrement Mbach compte pour moi. Mesdames et messieurs, je ne me lasserai jamais de dire ce que présente Mbach pour moi. J'ai connu l'homme à l'occasion d'une rencontre politique que nous avons eue il y a 7 ans avec le président Macky Sall. Lorsque ce dernier était dans l'opposition, on faisait une tournée régionale. J'étais le coordinateur à Kaolack. Nous sommes arrivés trop tard. Il fallait voir sectoriellement tous les militants. Et nous avons vu presque Mbach à la fin. Il attendait avec ferveur l'arrivée du président Macky Sall. Nous sommes arrivés 3h, 4h du matin. Il y avait les chaises devant sa maison. Je l'ai approché et nous avons chuchoté des mots. Et ces prémices m'ont permis d'avoir un aperçu sur l'homme. Et graduellement, avec le temps, ce que j'avais perçu est devenu réalité. M. Mbach est un patriote, c'est clair. Vu son engagement vis-à-vis des groupements de femmes et des jeunes, de son quartier Tabangoy et de tout son département n'est plus à démontrer. Mbach a dit toujours non. La révolte de Camus. Camus, il prend l'exemple d'un esclave. L'esclave est là, il prend un fouet
il rosse l'esclave. Avec sa tenue, il dit oui. Il enlève le vêtement. L'esclave qui dit oui, il rosse. Il enlève le pantalon. L'esclave qui continue, il dit oui. Il enlève le caleçon à son amour propre. Non, oui, jusque-là, mais au-delà, non. Voilà le révolte de Camus. C'est le titre. Et donc, ça c'est Camus. Et donc, je vois à travers ton nom, sur le nom de Camus, la présentation de l'ouvrage, bien sûr, qui vient d'être faite, m'a permis de découvrir une autre facette de l'homme, c'est normal. C'est un écrivain. Donc, un architecte du verbe, l'incandescence du verbe, qui est venu agrandir le cercle des écrivains et auteurs sénégalais, dans lequel je ne compte que des amis, car moi-même, je m'essaye de l'écriture. Vous savez, écrire est très difficile. C'est un art, on l'a dans le sang. La littérature est très belle. Moi, je suis partisan du 19e siècle. J'aime tous les auteurs du 19e siècle. Hugo, Alexandre Dumas père, Alfred de Musset, le comte de Lille. J'aime aussi Alfred de Vigny, Hugo naturellement. Zola, qui dort après de Hugo, parce que tous ils sont ensemble au Panthéon. Hugo, Zola, Alexandre Dumas père, Colette. La littérature française, elle est très belle. Je m'abreuve de la littérature. Vigny le disait quelque part, une phrase nominale, qui n'a pas de verbe. Source, grave, torrent, ruisseaux et Pyrénées, monts et les effleuris, trône de 2 saisons. C'est tellement beau. Enfin, je voudrais formuler le vœu que cette première œuvre puisse en inspirer d'autres et prier le bon Dieu que Mamadou Mbak enregistre d'autres succès dans cette nouvelle voie qu'il s'est tracée. Certainement, on verra le numéro 2. Oui, il y a le numéro 1, il y aura forcément un numéro 2, parce que on est excité. On a écrit un livre aussi lu, qui a un succès. Vendre, c'est difficile. Au Sénégal, les gens ne lisent pas. Moi, j'ai eu la chance quand même de vendre 5000 exemplaires. Parce que je l'ai écrit en un moment où les gens voulaient connaître Macky Sall. 50 millions, c'est pas évident pour un livre. Et j'ai eu empoché 50 millions pour ce livre-là. Pour vous dire que c'est le moment. C'est le moment. Parce que récemment, dans la francophonie, Macky Sall en a commandé 20 000. 2000, pardon. 2000 livres. 2000. C'est dernière francophonie. 20 millions déjà. Pour vous dire qu'il faut écrire. C'est important. Mesdames, Messieurs, la présente cérémonie devant être suivie d'une séance de dédicace que l'auteur voudra bien faire pour le public intéressé. Donc je déclare close en vous remerciant de votre aimable attention cette séance. Merci beaucoup. Pour ceux qui ont acheté, vous faites les cas, c'est votre. Ah, là, je peux la mettre. Ok, merci. Merci beaucoup.